Voilà, et dès que t'as plus d'écailles, là tu mets de l'essence et t'auras un réverbère. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 20e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 décrescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 3 juin. Au programme d'aujourd'hui, un aérobot psychologique, Papy fait de la résistance à l'amour et une amitié sans fin, Electron, Castor et Trésorier. Bienvenue dans Fasciné! Levons sans plus attendre le voile sur le numéro 1. Est-ce que l'artifice peut dépasser le naturel? Vous avez 4 heures. 3 minutes. Réalisé par Alex Garland, qui a œuvré en tant que scénariste aux côtés de Danny Boyle, Ex Machina représente l'opus novateur dans une branche très particulière de la science-fiction, l'intelligence artificielle. Ce film a eu l'honneur d'ouvrir le 22e Festival international du film fantastique Gérard Meur et s'est vu remettre le prix spécial du jury. Porté par Domhnall Gleeson, Alicia Vikander et Oscar Isaac, cette fresque hautement thrillerique a les capacités de marquer toute une génération à la manière d'un Matrix produit 15 ans auparavant, mais avec le budget en moins. En tout cas, on lui souhaite. Côté scénar, nous suivons Caleb, un brillant programmateur d'une boîte d'informatique qui est l'heureux vainqueur d'un concours interne dont le gros lot est d'aller tester le prochain produit révolutionnaire de la firme. Il se retire donc en basse campagne pour rejoindre la résidence principale du grand PDG de la boîte, Nathan. Il va très rapidement prendre conscience que son opportunité n'est pas si bénéfique que ça et qu'il a en fait été choisi pour mener à bien une mission top secrète et très délicate. Mais je préfère conserver le suspense. Nous ne passerons pas 30 ans à parler de la forme puisque de 1 c'est un huis clos et que de 2 l'équipe technique engagée pour réaliser les effets spéciaux a déjà été oscarisée pour son travail sur Interstellar. Donc là je pense que le taf a été parfaitement réalisé et qu'en plus de ça ce serait vraiment un comble. Mais pour parler du fond, j'espère sincèrement qu'ils ont tenu leurs promesses faites au travers du trailer, parce que l'angle utilisé pour parler du sujet est vraiment passionnant. Et en tant que féru de nouvelles technologies, j'avoue être obnubilé par le domaine. Et donc, pourquoi Ex Machina? Eh bien tout simplement parce que c'est frais, inventif, imprévisible et prometteur. Il emprunte toutes les qualités de ses pairs en se délectant de tous leurs défauts. Pour être un peu plus clair avec vous, je le considère comme un noble croisement entre iRobot et 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. D'un côté, on vire le strass et les paillettes d'un blockbuster familial avec une grosse tête d'affiche, et de l'autre, on rajoute de la cohérence, du sens et du concret. Un film qui est déjà blindé de charme. Donc jamais tu remélanges le tout et que tu rebalances, on n'est pas loin d'avoir un emblème intergénérationnel. En tout cas, je le souhaite. Et tout de suite, le maintenant si. Savez-vous que les stars masculines d'Ex Machina, donc Domhnall Gleeson et Oscar Isaac, ne sont pas prêts de quitter le registre science-fictionnel, puisqu'ils seront tous deux à l'affiche du prochain opus de la saga la plus appréciée de tous les temps. Oh pardon, je m'ai trompé. C'était drôle, rigole. Rigole putain. Rigole! Bref, maintenant si. Allez, on continue avec la médaille d'argent de ce top, et qui n'est pas des moindres. Un Pacino nostalgique dans un registre encore trop peu exploité, ça peut ne pas être dégueulasse. Angelhorn marque ici le retour de notre immortel parrain après The Humbling l'année dernière. Dépeint comme une tranche de vie à la fois commune et atypique, le protagoniste subit au quotidien les conséquences d'un très mauvais choix d'antan, mais on va y revenir. Réalisé par David Gordon Green, dont ce n'est à ce jour que le premier gros projet, il va tenter, grâce à un casting finement sélectionné, de porter haut et fort les couleurs de cette comédie dramatique qui ne manquera pas de nous émouvoir avec sa patte et sa sincérité. Côté synopsis, Angelhorn est un serrurier peu friand de compagnie, si ce n'est celle des animaux ou encore de son petit-fils. Hanté par le souvenir de Clara, qu'il considérera encore des décennies plus tard comme son âme sœur, il se réfugiera dans le travail et la routine quotidienne sans vouloir prendre son destin en main. Alors qu'il maintient de manière irrégulière le contact avec son fils, il va faire la rencontre d'une hôtesse d'accueil bancaire pour qui de nouveaux sentiments vont éclore. Il sera alors face à un éternel dilemme, regarder dans le rétroviseur ou alors aller de l'avant. Le film Angelhorn s'est construit sur une anecdote peu commune, puisque son scénariste et réalisateur s'est un jour vu embarquer dans un terrible ouragan en Caroline du Nord, et après avoir retrouvé sa route, le nom de cette dernière était Mangelhorn Road, et là ça lui a fait tilt. Il explique qu'après ses quelques recherches personnelles, la route avait été baptisée en hommage à un vieil homme solitaire qui avait vécu dans le coin. Il s'était dit que c'était un excellent titre de film et un très bon postulat de départ. Et donc, pourquoi Mangelhorn? Eh ben tout simplement parce que c'est le genre de conte poétique débordant de charme et de bonnes intentions dont la morale peine à se faire entendre.
Pacino conserve son charisme et son aura légendaire pour se donner à un genre dans lequel il peut tout autant briller que chez les flics ou dans la mafia. Un papy rêveur qui ferait tout pour remonter le temps. Enfin, un truc qu'on a tous souhaité au moins une fois. Je pense. C'est un film sans prétention qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, mais qui souhaite tout simplement délivrer un message à la fois banal et fondamental. Et je suis certain qu'il ne vous laissera pas de marbre. Et tout de suite, le second maintenant si. Savez-vous que l'acteur qui interprète le rôle du petit-fils de Mangalorn, à peine âgé de 6 ans, a été une pièce maîtresse durant le tournage, puisqu'il s'est laissé guider par son imagination et nous a livré une véritable leçon d'improvisation, donnant place à toutes les plus belles scènes du film, déstabilisant ainsi totalement Al Pacino. Eh bien, maintenant si. Et clôturons ainsi notre trio de tête avec le troisième et dernier film. Bon, habituellement, je suis pas super fan de ce genre de film choral, mais là, je sens qu'il y a un réel petit truc qui pourrait vraiment le singulariser. Image ? On voulait tout casser est un long métrage français réalisé par Philippe Guillard, dont ce n'est que le second film après Le Fils à Joe et qui a vendu 1 200 000 tickets dans l'Hexagone, ce qui constitue un excellent score pour une première œuvre. Porté par de belles têtes d'affiche telles que Cadmerade, Benoît Magimel ou Charles Berling que vous avez pu apercevoir dans le prénom, ce film est presque autobiographique puisque son réalisateur souhaitait évoquer les différents codes qui régissent les amitiés d'enfance entre les disputes, les non-dits, les fous rires que l'on garde en mémoire durant toute une vie. Côté scénario, nous suivons donc 5 potes de toujours qui n'ont jamais eu l'occasion de réaliser leur rêve de gosse et qui sont ébranlés lorsque l'un d'eux décide de faire le tour du monde en bateau. Ils apprennent peu de temps après cela les raisons qui ont motivé leur ami à entreprendre ce périple, ce qui remettra en cause la platitude de leur existence et qui les poussera à faire de même. Après le carton national de la trilogie du cœur des hommes, ce film s'inscrit dans la suite logique des films français capables de créer la surprise au box-office. À la frontière entre Deux jours à tuer et Les Petits Mouchoirs, On voulait tout casser risque de vous faire rire, mais également de vous faire beaucoup pleurer. Et sans vouloir vous spoiler quoi que ce soit, sachez que le film est bâti sur une base dramatique qui pourrait arriver à n'importe quel individu de votre entourage. Et c'est en cela que réside la force principale du film. Et donc, pourquoi on voulait tout casser ? Eh bien, même si nous ne brillons que trop peu par notre cinéma horrifique, nos thrillers ou nos comédies romantiques, sachez que s'il y a bien un domaine dans lequel on peut se targuer d'être à la hauteur, c'est bien soit nos comédies à proprement parler, soit nos drames. Et sachez que ce film est un parfait mélange des deux. Conduit par un cinéaste qui nous a prouvé avoir ça dans le sang, il a tout de même réussi en à peine 2 films à réunir de grandes têtes du cinéma d'auteur français autour du plus bankable de notre époque. J'ai nommé Cadmerade. Alors, souhaitons-lui le succès escompté. Et pour finir, le dernier maintenant si. Saviez-vous que l'intrigue du film prend place dans une ville de Seine-et-Marne, d'une part parce qu'il fallait un cadre de station balnéaire, non loin de Paris de surcroît, et de deux parce qu'il y avait une certaine touche anglo-saxonne qui se dégageait de cette ville. Et le réalisateur a trouvé ça super intéressant. Bah, vous le saviez pas, hein. Maintenant si. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, je chantais du Booba. Bordel, quand on rentre sur la piste, on ne veut l'utiliser que la clé du bip. Bisous bisous. Portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.